Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère. On va se régaler ensemble. Bienvenue dans le 9e épisode de mon podcast Survitaminé qui célèbre les passionnés de la food. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être attablée avec 3 femmes ambitieuses et dynamiques pour lesquelles le goût, la gastronomie, l'alimentation et la convivialité jouent un rôle essentiel dans leur vie professionnelle. Bonjour Florence Cointreau, artiste illustratrice qui met à l'honneur les aliments sous un regard naturaliste très lumineux. Bonjour Sophie Archimbaud, formatrice en sommellerie et créatrice d'un concept événementiel très original autour du vin. Bonjour Sarah Guédé. Bonjour. Responsable du goût et des couleurs chez Foodette, une entreprise qui propose un service de livraison à domicile de paniers recettes à cuisiner. Il me tarde de vous entendre. Alors, Florence, comment en es-tu venue à cette passion pour le dessin ? Alors moi, je pensais que je dessinais très mal au départ. Et en fait, j'étais aussi dyslexique, donc j'avais rien pour moi. Mais j'ai appris à regarder. Et c'est surtout par rapport au regard, à se laisser surprendre, à regarder les couleurs, les lumières, voir qu'il y a de la beauté dans les choses les plus simples. Et voilà. Donc petit à petit, j'ai pris une boîte d'aquarelle. Et quand j'avais le temps, je faisais quelques croquis, quelques dessins. Et ça a marché. Les gens ont commencé à demander des dessins. Tu es partie tout de suite sur des aliments ? Non, en fait, c'était les poissons rouges de mon grand-père. Moi, je les ai pas mangés. Et au départ, je suis pas du tout allée vers le côté beaux-arts. J'ai pas une formation académique. Je suis partie vers le cinéma. Donc, surtout le regard. Et je faisais les décors pour le cinéma. Donc, je suis partie à Buenos Aires, en Argentine, parce que moi, je suis née en Espagne, d'abord, à Madrid. Et je suis partie à Buenos Aires, j'ai fait des études de cinéma et j'ai fait les décors pour des films, pour des séries. Et quand il y a eu le confinement, patatras, tout s'est arrêté. Et donc, j'ai repris la boîte d'aquarelle et j'ai commencé à poster mes dessins sur les réseaux sociaux en disant peut-être que quelqu'un va me demander d'illustrer quelque chose, une petite chose. Et là, Mireille Sanchez, une auteure de livres de cuisine, est arrivée avec un livre monumental de plus de 1000 pages qui s'appelle « Méditerranée, voyage dans les cuisines », qui est paru aux éditions de La Martinière. Et donc, elle m'a demandé, à ce moment-là, on n'avait pas d'éditeur, et donc elle m'a demandé de faire quelques dessins. J'en ai fait 200. En combien de temps, Florence ? Ça a pris 2 ans de travail. Et grâce à ce projet, j'ai déménagé à la campagne, alors que j'étais totalement citadine, mais confinement, contexte confinement. Je me suis installée à la campagne, j'ai fait mon potager. Première fois que je faisais un potager, j'ai fait un potager de 100 mètres carrés, qui a très bien marché. J'ai eu des poules et j'ai fait les vendanges. Et donc, j'ai redécouvert la nature et ça m'a beaucoup plu. Et donc, je me suis installée pour vivre à la campagne et je regrette absolument pas. Et donc, le projet du livre a avancé et les dessins ont continué. Et il est sorti quand ? Et il est sorti en octobre de l'année dernière. Et c'est un très beau livre, effectivement. Sarah, oui. Alors là, on parle de gastronomie, on parle de légumes. Comment vous créez les recettes chez Foodette ? Alors, c'est l'inspiration du moment. Effectivement, je travaille beaucoup avec les saisons, forcément. On essaye aussi d'avoir des produits vraiment de cœur de saison. Et du coup, l'inspiration, elle vient
Eh bien voilà, des livres de cuisine, voilà, j'en ai plein ma bibliothèque. Je regarde aussi beaucoup ce qui se fait sur Instagram, en fait, les tendances un peu du moment pour savoir ce que les gens veulent manger. Voilà, l'inspiration, parfois ça peut être aller dans un restaurant, manger un plat et se dire tiens, je vais pouvoir le reproduire de façon plus simple en fait pour que quelqu'un puisse le faire aussi chez lui. Et moi je travaille beaucoup avec les épices, les herbes et j'essaie toujours de donner la petite chose en plus en fait que les gens chez eux auraient pas spontanément en fait idée de mettre dans leurs recettes. Et voilà, du coup j'essaie de pimper un peu les recettes classiques ou qu'on fait. Voilà, c'est vrai qu'au supermarché, on achète toujours les mêmes choses. Donc, voilà, j'essaie de changer un peu ce quotidien pour que les gens prennent plaisir encore à cuisiner. Donc, tu pars en général avec des produits assez classiques. Des produits classiques, assez bruts en fait. Beaucoup ça part souvent des légumes de saison. Je crée aussi les recettes pas mal avec des contraintes. Enfin, voilà, j'ai des contraintes de coût, donc bien sûr de saison. Et c'est vrai que souvent ça part des contraintes. Donc parfois ça va être autour d'un produit. Je sais pas, on va avoir du tahini en stock et du coup, va falloir essayer de sortir des recettes autour de ce produit. Et du coup, je vais essayer de le. Hors houmous. Oui, voilà. Alors, on en a fait, là, du coup, on en fait un. Et en fait, c'est assez simple, mais il suffit juste, en fait, d'avoir tous les ingrédients. Et nous, justement, c'est ça le plus de notre service, c'est qu'on te donne exactement tous les ingrédients en juste quantité. Donc, il n'y a pas de gaspillage. Et du coup, tu as vraiment tout pour faire la recette chez toi. Donc, très en fait, facilement. l'idée, c'est que le point de départ, tu décomposes tout pour que le client, lui, puisse tout recomposer chez lui. Et vous avez une contrainte de temps ou pas ? On essaye de faire en sorte que ce soit le plus rapide possible. Après, c'est sûr qu'on demande à ce que les gens soient équipés un minimum, mais ça reste très basique. Après, c'est sûr, le plus on est... Une poêle, une casserole. Voilà, une râpe aussi, parce que c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup finalement. Après, c'est vrai que plus on est équipé, plus on gagne du temps, mine de rien, en cuisine. C'est vrai que les robots, mais juste une microplane, enfin, une râpe 4 faces, ça peut faire gagner énormément de temps. Parfois même juste moi la microplane, le gingembre, l'ail. Moi le fromage, voilà. Je râpe mon comté. Exactement, mais c'est vrai que ça fait gagner des minutes assez précieuses. Surtout le soir quand on n'a pas trop le temps, qu'on a des vies assez actives, on court partout tout le temps. Donc, on sait ce que c'est. On essaie vraiment de faire en sorte que ce soit le plus rapide possible. Et voilà, après, quoi qu'il arrive, si on veut bien manger au quotidien, cuisiner, ça prend toujours un peu de temps. D'éplucher une carotte et de la râper, on en a au moins pour 10 minutes. Et du coup, c'est un système d'abonnement ? Comment ça se passe ? Pas du tout. En fait, on peut commander toute la semaine de façon assez simple. On vous livre en fonction de là où vous habitez dans les jours qui viennent. Ça peut être le jour même si vous êtes à Paris. Ça peut être une commande le matin pour le soir même. Et c'est vraiment à la demande. Donc, quand vous commandez, vous recevez votre panier. Et il n'y a pas du tout d'abonnement. C'est sans engagement. Donc, on commande vraiment quand on veut, quand on a besoin. Ça peut être maintenant plusieurs fois par semaine. Si jamais on a un dîner un peu improvisé en fin de semaine, on peut commander également. Donc c'est vraiment totalement libre. Voilà, on peut commander une fois par mois, une fois par an. On a des adeptes qui commandent toutes les semaines. Il y en a, il y a un taux de fidélisation quand même de clients qui. Oui. Et puis on en a qui sont vraiment là. Addicts. Voilà, c'est vrai qu'une fois qu'on commence, en fait, le plus dur, c'est de passer le premier pas, en fait, et de commander une fois. Et après, c'est vrai qu'une fois qu'on prend cette habitude, en fait, ça facilite grandement la vie de recevoir chez soi tous les ingrédients, les idées, en fait. Et du coup, ça enlève pas mal de charge mentale aussi, de plus avoir à se poser la question, qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Et finalement, ça revient tous les jours. Même pour le midi, parce que finalement, on mange quand même plusieurs fois par jour. Donc, c'est vrai que c'est un service qui facilite la vie au quotidien. On essaye vraiment de le simplifier, que ce soit sans contrainte pour les clients. Donc, on voulait plus cette formule d'abonnement qui est assez contraignante. Alors, il y en a que ça peut rassurer aussi d'avoir ces choses qui reviennent, en fait, chaque semaine. Et mais on préférait que les clients soient totalement libres et que ce soit eux qui choisissent, en fait, que ça vienne du client. Voilà, ce choix de commander ou pas. Et on peut connaître le prix, Sarah ? Alors, le prix, ça dépend des recettes. Alors, un exemple de recette, un exemple de prix. C'est autour, on va dire, c'est entre 6 et 11 euros par assiette par personne.
Sachant que maintenant, on fait vraiment le pricing à la recette. Avant, c'était des formules. Donc, on connaît le coût de chacun de nos ingrédients. On essaye de pricer la recette au plus juste pour les clients. Donc, forcément, en fait, quand il y a de la viande ou du poisson, ça va coûter un peu plus cher. Donc, ça revient en gros à 20-22 euros un plat pour 2 personnes, avec de la viande et du poisson. Et les plats végétariens, alors pas tous, parce que finalement, il y a quand même des produits, le fromage, etc. Enfin, des produits laitiers en plus qu'on pas mal augmenté ces derniers temps. Ça, c'est... oui, vous avez répercuté, forcément. Forcément, parce que même nous, ça nous coûte... Tout nous coûte plus cher. Enfin, donc, c'est vrai que ça, c'est le gros souci du moment. Mais on essaie vraiment que pour les clients, ce soit le plus juste. Et donc, du coup, il y a des recettes, un dalle assez simple, avec un mélange de lentilles corail qu'on a d'un partenaire qui est très bon comme ça, naturellement, avec juste un oignon, une patate douce. Et voilà, ça peut revenir à 7 euros l'assiette par personne. Donc, c'est vraiment... Ça dépend vraiment des produits. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et sur 15 recettes, on a vraiment un éventail de prix, en fait, très large. Et je pense que chacun y trouve son compte. Ouais, voilà. Et du coup, vous travaillez un petit peu le vegan ou pas du tout ? Alors complètement, chaque semaine, donc sur les 15 recettes du quotidien ou à partager, on a 4 recettes de viande ou charcuterie. On a 2 ou 3 recettes de poisson, donc poisson fumé, poisson blanc ou saumon ou truite. Et on a presque la moitié des recettes qui sont végétariennes. Et sur ces recettes, alors c'est vrai que je fais au moins une recette sans produits laitiers, donc une recette végane. J'essaie de m'y tenir chaque semaine, même si c'est pas encore ce qui est trop demandé. Les recettes végétariennes, c'est pareil, on essaie d'en proposer parce que nous, on pense que c'est ce vers quoi quand même il faut tendre dans une alimentation du futur, dans un futur plus ou moins proche. Après, ça reste quand même les recettes qui sont moins plébiscitées. C'est vrai que les clients, naturellement, nous demandent des recettes végétariennes, bien sûr. Mais dès qu'on met une pièce de bœuf ou du poisson, ils vont quand même plus facilement vers ces recettes-là. Alors après, les recettes végétariennes, nous, on est très fromage dans l'équipe. Donc c'est vrai que les recettes de pâtes, dès qu'il y a du fromage à gratiner ou ce genre de choses assez gourmandes, là, on est dans les recettes un peu montagnardes. Donne-nous 2 recettes. Donc une recette salée, une recette sucrée qu'on trouve chez Foodette. En ce moment, je crois que c'est la semaine prochaine, on a un curry thaï de légumes verts, donc avec brocoli, épinards. Il doit y avoir un chou pak choi dedans. Je crois qu'il marche très très bien celui-là. C'est vrai que les recettes asiatiques plaisent de toute manière. Ouais, d'évasion quoi. Énormément. Tout ce qui est thaïlandais, vietnamien, indien, ça plaît énormément. Après, il y a les recettes classiques. J'essaie de faire une blanquette en fait de dinde, mais de façon très rapide, qui marche aussi. Je crois qu'il y a la carte dans pas très longtemps. Et du coup, pour les recettes montagnardes, là, on a une tourte savoyarde de reblochon. Alors ça, c'est pas très léger, mais c'est bon. Voilà, c'est pour un dimanche, un dimanche midi très gourmand. Ça, du coup, j'étais en vacances à Noël à la montagne et j'ai goûté en fait sur un marché une tourte au reblochon. Du coup, l'idée est venue là de la proposer pour Foodette. Et voilà, après c'est vrai qu'on est plutôt salé. Ouais. On fait quand même des recettes sucrées, on en propose 1 ou 2 chaque semaine. Souvent des gros gâteaux à partager, soit sinon des recettes pour quand on invite des copains à la maison. On a un tiramisu qui marche très bien. Des crumbles très classique. Les crumbles, on a fait un crumble poire-chocolat qui marche très bien. Et sinon après les verrines, c'est souvent des panna cotta à la mangue. Les perles du Japon aussi avec le lait de coco, ça marche très bien. Voilà, c'est vrai que l'exotique... Alors le chocolat marche toujours. Ça, c'est une valeur sûre. Le gras et le chocolat. Voilà. Après, on essaye toujours aussi d'utiliser des fruits de saison. Mais c'est vrai que là, l'hiver, c'est les fruits de saison, c'est l'été, et plus de diversité, on va dire. Bien sûr, plus d'envie. Merci beaucoup, ça. De rien. Sophie. Oui. Alors, parle-nous de ton concept de la caravane ambulante. Alors, c'est pour un moment de partage et de convivialité. Donc, c'est une petite caravane des années 70 qui a été aménagée en bar à vin. L'idée, c'est un bar à vin dans ton jardin. Voilà. Donc, au lieu d'aller dans un bar, c'est le bar qui se déplace chez les gens, dans les entreprises, pour une team building, une inauguration, un vernissage, un anniversaire, un mariage. Donc, c'est des vins de vignerons indépendants en France, tendance bio, donc qui respecte l'environnement. Et donc, voilà, donc le petit bar, la petite caravane, elle arrive sur le lieu et les gens peuvent venir discuter, échanger, voir des brefs de comptoir aussi. L'idée, voilà, c'est d'être dans le côté champêtre, authentique, de partage, convivial, et voilà.
et de trinquer ensemble avec modération. Toujours, évidemment. Comment tu sélectionnes tes vins ? Alors, je vais voir mes producteurs, je me balade en France. Alors, des fois, je les rencontre sur les salons professionnels parisiens. On a la chance à Paris d'avoir des salons quasiment tous les lundis, hors Covid. Et donc, on peut justement les rencontrer, déguster les différentes cuvées. Et ce qui me plaît, je vais les rencontrer directement. Comme ça, je vais dans leurs vignes. On discute pendant 2-3 heures. On se balade dans les vignes, dans les chais. J'adore cette odeur qu'il y a quand on rentre dans le chai, qui est incroyable. Et puis, voilà. Et c'est vraiment un moment de partage. Et on apprend plein de choses, en fait. On apprend plein de choses. Parce que le vigneron, il est dans le partage, justement, dans la convivialité. Il est passionné. C'est hyper enrichissant. Donc, voilà comment je sélectionne. Je vais les voir. Très bien. Florence, justement, ton mari est vigneron, Oui. donc tu l'accompagnes. Oui. Donc tu sens les odeurs dont parle Sophie. Raconte-nous cette aventure qui doit être assez extraordinaire. Déjà, au départ, mon grand-père aussi travaillait dans les vignes, mais vers Cognac. Et donc, depuis toute petite, je voyais les rangées de vignes et c'était magnifique. Pour moi, c'était, comme j'habitais à Madrid, voir les vignes, c'était arriver à la maison. Arriver là où il y avait la famille, etc. Et rentrer dans le chai, alors là, c'était la Madeleine de Proust. C'était vraiment l'odeur magnifique. On ne pouvait pas goûter, évidemment, mais c'était magique, ce côté alchimiste. Et donc, au moment du confinement, donc pendant 20 ans, je n'ai pas vu tout ce monde viticole, etc. J'étais très loin de tout ça. Et pendant le confinement, j'ai fait les vendanges en Anjou, dans une zone où il y a beaucoup de vins nature. Et donc, on a fait les vendanges avec des amis. Et donc, je suis tombée follement amoureuse d'un magnifique vigneron. Qui s'appelle Xavier Martin, qui fait du très, très, très bon vin. Et voilà. Et donc, après les vendanges, on est tombés amoureux. Et on s'est mariés en août dernier. Et donc maintenant, à part les vendanges, j'apprends aussi la taille, le décuvage, faire le pressoir, etc. Toutes les étapes importantes. Toutes les étapes. C'est magique, c'est fascinant. Je suis d'accord. Voilà. Donc, pendant que moi, je dessine, lui, il est dans le chai et on est totalement en symbiose. Je travaille aussi aux étiquettes, à la communication. C'est vraiment très, très enrichissant d'avoir ces deux mondes en parallèle. Top, ouais. Génial. Il faut venir visiter. Mais alors, tu m'invites ? Voilà. Oui. Moi, je viens avec grand plaisir. Et du coup, pour tes dessins, comment définirais-tu ton univers en 3 mots ? C'est la nature, la lumière et le regard. C'est redécouvrir... tout à l'heure, on parlait des légumes de saison. Pour moi, il y a une carotte est magnifique, est tellement belle. Et quand on l'a dans son assiette, on se rend pas compte du travail qu'il y a derrière, autant de la nature que de l'agriculteur. Et il faut remercier, avoir cet aliment qui est absolument magnifique. Et la même chose pour... en ce moment, je dessine surtout des aliments de la mer pour une expo que je prépare à Madrid, en mars. Mais la beauté d'un tourteau, la beauté d'un homard, c'est incroyable. Et on n'est pas... On mange ça sans réfléchir. Pour le goût, en parlant du travail, de choses. Et on remercie pas ce qu'on a dans l'assiette. On s'arrête pas à regarder... Voilà. Et ça revient à ce que tu disais, être capable d'observer, en fait. Parce que c'est vrai. Et du coup, c'est bien parce que ton travail à toi, ton expertise nous permet de nous arrêter, d'avoir ce temps suspendu pour voir... Là, du coup, vous ne voyez pas, mais vous les verrez plus tard, les illustrations. Mais c'est des illustrations qui sont très colorées, qui sont très réalistes. Et je trouve ça assez bluffant à quel point ça ressemble à ce que l'on a dans l'assiette. Et moi, je suis la première à dire, du coup, Sarah me suivra également, elle qui cuisine également, mais moi, je ne suis rien. En fait, les chefs ne sont rien sans les agriculteurs, sans tous ceux qui cultivent, en fait, qui sont là pour nous, pour ressortir les richesses de la terre. Donc moi, je suis la première à dire merci à tous ces artisans qui passent énormément de temps, et les viticulteurs également. Moi, j'adore forcément boire du vin en mangeant. C'est complètement interdépendant de la gastronomie, mais c'est un travail énorme qui est assez peu valorisé, qu'on essaye de valoriser de plus en plus, mais il faut quand même leur dire merci. On leur dit tous merci. On leur dit merci. En permanence.
Et du coup, Sophie, tu fais aussi donc des ateliers Oui, des de ateliers. dégustation à domicile, j'imagine, où tu Oui. as un lieu. Alors, je fais des ateliers à domicile, en entreprise. Et parfois, j'ai un lieu, des amis restaurateurs qui me prêtent une petite salle. Enfin voilà, j'arrive à m'arranger, ou des amis vignerons qui ont des bureaux dans le coin où je peux un peu m'infiltrer. Mais en général, c'est plus à domicile et en entreprise. Donc là, il y a le 19 mars, on a un atelier dégustation accord fromage et vin, autour de 5 vins, 5 fromages qui viennent d'une fromagerie qui fait des fromages absolument exceptionnels. Et on va pouvoir découvrir ça, mais c'est ouvert chez moi à Saint-Prix. D'accord. Donc là, c'est dans un restaurant qui est fermé, mais pour l'occasion, qui sera ouvert dimanche après-midi pour moi. Et la fromagerie, c'est laquelle? C'est la Tome d'Isa à Auvers-sur-Oise. D'accord, et Voilà. donc qui est formidable. Formidable, vous pouvez y aller. D'accord. Moi, à chaque fois. Alors, en plus, je pars de très loin parce que il y a 5 ans, je ne savais même pas ce que c'était un cépage et je ne mangeais pas de fromage. Voilà. Et là, je peux vous dire que je m'y suis mise. J'ai pris quelques kilos, bien sûr, mais j'adore. Voilà, c'est exceptionnel, quoi. Les accords fromage et vin, il y a des choses à découvrir assez sensationnelles. Mhm. Et du coup, quel était ton parcours avant? Ah bah avant, j'ai travaillé dans le tourisme, j'étais commerciale, j'ai fait plusieurs métiers, on va dire. Je me suis cherchée longtemps. Et puis un jour, j'ai rencontré un sommelier, j'étais à un atelier à Paris, tout simplement. Et là, je fais « Oh, waouh, c'est tout ça, le vin, mais qu'est-ce que c'est enrichissant. Je vais lire des livres. » Allez, j'ai acheté des livres. Et puis encore des livres. Et puis là, je dis « Non, il faut que je me forme, il faut que j'aille à l'école. » Donc j'ai passé quelques temps dans une école au cours Saint-Émilion, à l'école du vin de France, je crois que ça s'appelle. Mais une journée, 2 jours, 5 jours. Ouais, mais c'est pas assez. Donc, j'ai trouvé une formation. Mais un peu gourmande. Bah voilà. Donc, j'étais, mais je voulais Boulimique, tout quoi. apprendre, Ouais, boulimique, curieuse. parce que on n'a pas assez d'une vie en fait pour apprendre le vin. Tellement ça change, tellement ça évolue, puis tellement on a de beaux viticulteurs qui travaillent très très Engagés. bien en France. C'est incroyable. Et donc, bah, j'ai cherché une école et je suis partie à 49 ans pendant 1 an à l'école. À l'école du Cordon Bleu à Paris, qui est une école internationale et qui a une section sommellerie, la science du vin. Et c'était une année très, très difficile. Parce que retourner à l'école de Sacré 9h à challenge. 17h, voilà, en cours. Après, on a eu des très beaux voyages aussi. On est allé 3 fois dans les vignes. On a fait les plus belles maisons de France, comme Yquem. Oh, dur. Voilà, Difficile. Cheval Blanc, Oh là là. Gélus. En Champagne, on a fait Krug, Bollinger. Enfin voilà, c'était incroyable. Et on est parti 15 jours. On a fait de la vendange jusqu'à la mise en bouteille chez un vigneron. Et donc, c'était assez passionnant. Et donc, voilà. Et plus le soir, fallait travailler, apprendre. Le week-end, travailler, apprendre. Donc, une année compliquée. Mais si c'était à refaire, je re-signe demain. Voilà, j'y retourne. Je voudrais même y retourner là tout de suite encore. Parce que c'est vrai que j'ai appris tellement, tellement de choses. Et j'ai la sensation, en plus, de rien savoir, en fait. Mais C'est un puits sans fond, de toute Mais façon. oui, même en gastronomie, c'est pareil. incroyable. Ouais. C'est incroyable. Du coup, tu vas au meilleur sommelier du monde? Alors, le 12 dimanche, voilà, j'y serai. Je vais soutenir Pascaline. Et puis, après, il y a Wine Paris pendant 3 jours. Donc, j'y suis aussi. J'ai beaucoup de vignerons à aller voir et revoir, redéguster les cuvées de les nouveaux millésimes, en fait. Et puis, découvrir d'autres vignerons aussi. Je vais en profiter pour après, ou cet été, faire un petit peu le tour aussi et aller les rencontrer dans leur vignoble. Et du coup, comment on te contacte alors si on veut rencontrer ta caravane ou te rencontrer toi? Sur tous les réseaux, il y a des instants divins. Je précise des parce qu'Instant prend un S parce que j'ai un homonyme aussi. Et dans le 95. Comment ça, une concurrente? Alors, non, il est caviste, en fait. Mais il n'est pas dans le même secteur, mais on a le même nom. Et du coup, des fois, j'ai eu des commentaires qui sont allés sur son profil et pas sur le mien. Donc, c'est Instant avec un S. Avec un S, divin, c'est en 3 mots. Et après, on m'appelle 07 50 93 31 05. Très bien. Voilà, contact@instantdivin.com. Très bien. Mais tu fais bien, tu es là pour ça. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis sur tous les réseaux. Voilà. Et je crois que nous, on travaille sur un projet au mois de mai d'un mariage.
Oui, effectivement, Voilà, on travaille donc, ensemble moi, sur un je fais le mariage. traiteur et Voilà. je verrai sa petite Et caravane. je serai au cocktail avec ma petite caravane, voilà, parce que je fais aussi. Alors, je me suis un petit peu élargie. Je fais le vin, mais je fais quelques cocktails aussi, du champagne bien sûr, et quelques softs aussi. Voilà, et des citronnades maison, des Virgin Morito maison, voilà. Très bien. Et c'est vraiment c'est une vraie caravane alors ou... Ah, c'est une vraie Ouais, mais caravane il des faut- années faut que tu 70. regardes, c'est super. Elle est super mignonne et tout le monde dit ah, elle est trop mimi. Non, On n'en c'est trouve trop plus des mignon. comme ça parce que c'est une 3 places. Elle est toute petite en fait. Mais elle a été aménagée et elle est restée dans son jus quand même. Et Enfin, comment tu en es venu à te dire je vais lier le vin, la dégustation dans un endroit comme ça? En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un wine truck quand je faisais mes études. Mais elle avait beaucoup de galères avec son camion qui des fois marchait pas. C'était vraiment le vieux camion comme les gendarmes de Saint-Tropez là, de la gendarmerie quoi. Assez incroyable. Mais bon, elle avait beaucoup de problèmes au niveau du moteur, des essuie-glaces des fois qui marchaient pas quand il pleuvait. Enfin, un cauchemar. Et j'ai dit ok, mais moi en mécanique je suis nulle, ça va pas le faire. Et puis en fait j'ai rencontré dans le sud, il y avait des filles qui avaient une caravane comme ça aussi. Donc je suis allée les voir, on a discuté, etc. Puis je dis tiens, ça pourrait être sympa. C'était pas la même chose, elles faisaient les marchés, tout ça. Moi je voulais faire de l'événementiel. Donc j'ai fait les marchés pendant le Covid parce que ça m'a aidé vu que l'événementiel ne fonctionnait plus. Mais là je suis retournée à mes premiers amours, vraiment événementiel. Et la petite caravane me plaît énormément. Voilà. Mais merci. Non, mais c'est vrai que je trouve ça très original que, comme tu dis, moi je fais beaucoup d'événementiels, donc je vais beaucoup chez les particuliers. Et donc le vin, là encore, prend part intégrante en général dans l'événement. Mais toi, j'ai jamais encore vu, d'ailleurs ça fait plusieurs fois qu'on dit qu'il faudrait que je vienne te voir, Ouais. je suis désolée. Je pense que ça doit créer vraiment une sorte d'émulation encore plus, parce que j'imagine les gens vont être tous attroupés devant. Comment tu fonctionnes justement pour servir? Tu es seule d'ailleurs à servir? Alors ça dépend. Si à partir de 80 personnes, on est deux quand même. Alors tu vas jusqu'à combien de personnes? Moi je vais. Alors Le plus grand que tu aies fait? le plus grand c'est 150. 150 c'est déjà pas mal parce que la petite caravane il y a une ouverture qui doit faire à peine 2 mètres quoi. Donc voilà. Après les gens viennent, ils reviennent, ils passent des fois derrière, ils viennent discuter, ils tapent à la fenêtre. Après, on sort aussi. Enfin, voilà, on circule. Donc, non, c'est vraiment un espace de partage et de convivialité. Alors, des fois, ils sont accoudés au bar. Alors, les gens poussent un peu. Pardon, excusez-moi. Ah oui, c'est ça. Ouais, non, mais c'est drôle. C'est vraiment les piliers de bar, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et puis après, j'ai des manches debout aussi. Les gens se poussent, etc. Mais il y en a qui sont vraiment fans de vin, qui viennent discuter. Et puis comme les vins plaisent énormément, en général, la sélection plaît. Donc ils viennent, ils posent plein de questions et c'est super sympa, quoi. Tu as combien de références en général? Alors, sur des événements, j'ai 2 blancs, 2 rouges et un rosé. Enfin, surtout pour l'été. J'ai sélectionné avec le client, du coup? Non, c'est moi Ils te qui font sélectionne. confiance? Ils me font totalement confiance. Donc ça, c'est super intéressant. Quand il y a des menus, quand c'est pour des accords, je fais en sorte d'avoir le menu à l'avance pour sélectionner les vins. Mais en général, voilà, c'est toujours... c'est des vins toujours très différents. Les 2 blancs, il va y avoir un qui va être plus sur le fruit, l'autre plus minéral. Les rouges, plus ou moins tanniques, pour plaire un petit peu à l'ensemble des gens. Voilà. Et justement, alors Sarah, la question me vient, dans Foodette, vous faites des accords mets vins ou pas du tout? Alors si on propose, bien sûr, sur chaque J'ai hésité à poser la question. Bon. Non, sur chaque en fait, on a des fiches recettes pour chaque recette avec toutes les étapes qui sont détaillées justement pour réaliser les recettes. Et à chaque fois, on a le saviez-vous sur un ingrédient qui est dans la recette pour apprendre quelque chose ou voilà une technique. Et on a toujours un accord mets vins, bien sûr. Voilà. Alors on dit mets vins, mais en fait parfois, souvent avec les plats asiatiques, je suggère plutôt des bières. Voilà, avec les desserts, ça peut être des boissons, style chocolat chaud, café. Avec le tiramisu, on propose un café. Mais on propose souvent des vins. Et c'est vrai que moi, j'avais fait une formation, en fait, pareil, après mon premier congé maternité, justement pour venir dans ce milieu-là, en fait, à Dijon, sur la culture générale autour du vin, qui m'avait, pareil, énormément plu. Alors, ça m'a pas pris autant de temps ce que tu as fait. Mais c'est vrai que j'adorerais, en
fait, pouvoir passer plus de temps à apprendre sur le vin. C'est vrai que il y a tellement de choses en fait à savoir. Alors là, un peu par facilité, là, ces derniers temps, je propose peut-être un peu les mêmes accords, parce qu'une fois qu'on a trouvé, la chose qui va bien, et puis voilà, faut que ce soit facile, que les gens, nous, on propose à la carte des bouteilles. Alors pas forcément toutes les semaines, mais voilà, c'est souvent lié à des rencontres avec des vignerons, ou parfois des opportunités sur du champagne, des partenariats qu'on a pu faire. Mais on propose à la carte, et donc je trouve ça important, moi, de suggérer en fait aux clients quoi boire avec leur plat. Ça va qu'à faire. Alors on n'a pas forcément tout en cave à chaque fois, mais ça peut donner des idées, ou au moins pour la prochaine fois, si jamais ils reproduisent la recette, ça leur donne des idées pour leur Du dîner. coup, tu disais que la start-up était récente. Alors, elle a été créée quand? C'est vrai qu'on dit start-up, mais en fait, c'est je crois qu'on va vers nos 9 ans. Oui, d'accord. Donc c'est plus trop restant, mais ça reste en fait une petite structure. Ça starte plus là. Voilà. On est dans le. Mais ça reste une petite structure en fait, avec des moyens en fait encore petits. Voilà, il y a eu beaucoup de changements depuis le début en fait. Au départ, c'était plus des repas en fait événementiels pour des dîners entre amis, donc entrée, plat, dessert. En fait, au fur et à mesure, le fondateur qui s'appelle Olivier a fait évoluer en fait la formule, et s'est dit en fait les gens ils mangent tous les jours, donc voilà, les dîners entre copains c'est sympa, mais voilà, c'est pas que ça. On aime bien manger aussi juste le soir, quoi. Voilà. Sans dîner. Donc du coup, on s'est plus tourné vers tous les plats du quotidien et des recettes en fait faciles à manger tous les jours, et même que ce soit pas que le soir, le midi. Voilà, en plus avec le télétravail en fait qui a beaucoup évolué. Voilà, il a fallu proposer des choses pendant plus le du confinement, quotidien. je me permets, pendant le confinement, ça a dû bien marcher. Ouais, alors pendant le confinement, ça a très bien marché. On a une période de fermeture quand même pendant 1 mois où voilà, en fait, notre site de production où on reconditionne les graines et tout ça, ou même juste peser des légumes en fait était fermé. Mais quand on a réouvert, effectivement, ça a très bien marché parce que les gens pouvaient plus sortir de chez eux. Donc, de se faire livrer, c'était vraiment l'idéal. C'était vraiment l'idéal. Alors, du coup, c'est vrai que là, avec la reprise de l'activité et autres, les gens retournent au restaurant. Voilà, parce que ce que je comprends, moi, je fais pareil. Voilà, donc il faut redonner le goût aux gens, voilà, de cuisiner, de prendre le temps. C'est vrai que les gens s'étaient beaucoup tournés vers le bio, les petits producteurs pendant le confinement, et ça, voilà, je sais que tout ça a beaucoup diminué. Donc, je pense qu'il faut redonner le goût aux gens, en fait, de refaire. Et voilà, il faut que tout le monde y trouve son compte. Les restaurateurs, comme nous, les genres de services qu'on peut proposer à côté. Mais c'est vrai que c'est cuisiner pour soi. Enfin, déjà, cuisiner, ça peut être un moment pour soi. Dans une semaine, on a toujours... c'est difficile, en fait, de se créer des petits moments pour soi. Donc... voilà, un soir, on peut se dire, tiens, c'est ma demi-heure à moi, et ça peut me faire du bien. On nous a déjà dit aussi que après une journée de travail, c'était un moment de détente. Une bulle. Ouais, complètement. C'est vrai. Voilà, alors la semaine peut-être moins, mais le week-end, ça peut être un moment aussi avec les enfants ou la famille, un moment en fait en famille pour profiter tous ensemble en fait, et même les tout petits. Enfin, moi, j'ai mon fils qui a 5 ans et demi, il adore. Voilà, juste éplucher une carotte ou une pomme de terre, il est hyper content, il a l'impression d'avoir cuisiné le plat. Et tu lui dis que c'est grâce à lui que c'est bon, voilà, évidemment. Bien sûr. Donc voilà, je pense que c'est important de donner le goût aux gens en fait de cuisiner, et justement de comprendre les produits et de savoir les travailler en fait, et de façon finalement assez simple. La cuisine, ça peut être sublimé par les grands cuisiniers, mais ça peut aussi être des choses très simples en fait, et finalement accessibles à tous, parce que nous, dans nos clients, on a aussi bien des gens qui cuisinent bien, qui viennent chercher plus de l'originalité, que des gens qui savent pas du tout cuisiner. Enfin vraiment, qui sont novices, moi je sais quelqu'un, il avait dû s'acheter, il s'était acheté un mixeur du coup, parce que voilà, il y en a qui ont vraiment dans leur cuisine, qui n'ont pas forcément. Et c'est bien parce que du coup vous impulsez quelque chose et vous leur donnez envie, et ils vous connaissent comment? De manière générale. Alors, il y a beaucoup le bouche à oreille en fait. Ça marche énormément, parce que vu qu'on est encore une petite structure, c'est vrai qu'on n'a pas les moyens en communication peuvent avoir nos concurrents, mais le bouche à oreille en fait, c'est le meilleur vecteur de communication. Une fois que les clients sont satisfaits, ils le disent autour d'eux, et ça marche très bien comme ça. Après, on fait pas mal de communication sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et voilà, c'est des petits partenariats avec
des marques qui peuvent avoir la même sensibilité que nous, en fait. Voilà, que ce soit dans l'art de vivre, en fait, ce genre de choses, ou des services, en fait, à la personne, enfin, des services du quotidien qui se complètent, en fait, avec notre service à nous, voilà. Et puis ça peut être des partenariats avec des artisans, des producteurs. Oui, qui vous donnent, ou enfin, en tout cas, avec qui vous établissez un lien pour Exactement, les marchandises. voilà, où on peut faire, parfois c'est autour d'un produit, en fait, et on va créer des recettes autour de ce produit-là. Et du coup, on essaie de mettre tout le monde en valeur, en fait, dans ces partenariats. Et comment tu en es venue à la cuisine? Alors moi, c'est pareil, c'est un second métier, en fait. Tous sur des seconds Oui, je métiers. pense. Ouais. Alors moi, j'étais dans l'événementiel, en fait, à la base. D'accord. Plutôt dans l'événementiel sportif, en fait. Voilà, c'est autour du rugby et du golf. Et c'est un milieu que j'aimais énormément. Après, ce que je disais, après mes congés maternité, en fait, je voulais toujours travailler dans l'événementiel, mais plus dans le milieu qui me plaisait moi, qui était la gastronomie, en fait, et le vin. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait cette formation dans le vin. Après, je cuisine aussi depuis que... Pas depuis que je suis toute petite, mais depuis plutôt que j'avais quitté mes parents et que je vivais toute seule. Mais j'ai beaucoup regardé ma mère cuisiner et elle a dû me transmettre ça, en fait, sans le savoir. Et c'est vrai que j'ai beaucoup ce goût, en fait, des accords, en fait, des choses entre elles, des épices et tout ça. Ça me vient assez naturellement. Et en fait, donc après mes congés maternité, je cherchais du travail dans tout ce qui était gastronomie. Et je me suis tournée vers Foodette et j'avais eu à l'époque un entretien avec le fondateur et je lui avais dit moi je veux faire de la communication. Il m'a dit j'ai pas de budget pour la com. Par contre, la personne qui me faisait les recettes vient de partir. Est-ce que ça te dit de me faire une recette? Oui, bien sûr. 2 recettes, 3 recettes. Et au début, c'est vrai que je me disais mince, comment je vais faire? Enfin, j'ai jamais fait ça de ma vie, donc. On trouve parfois des ressources. Voilà. limitées en Et soi. voilà, c'était un beau challenge. Et du coup, c'est parti comme ça. Et du coup, depuis, alors je sais pas à combien de recettes j'en suis, mais voilà, je me suis jamais arrêtée, en fait. Super. Ouais, C'est donc, très bien. Florence, alors tu as orchestré avec ton papa et ton frère les Gourmands Awards, grâce où je t'ai rencontré. Quelle est l'ambition de ce concours exactement? Justement, pour remettre un peu en contexte, on parlait d'événementiel. C'est un événement qui, tous les ans, reçoit tous les livres de cuisine et de vin du monde. C'est une idée de mon père qui, au départ, a fait ça un peu comme une idée un peu folle avec des amis. Au départ, il y avait 100 de livres de cuisine dans le monde. C'est il y a 27 ans. Et aujourd'hui, on reçoit autour de 1500 livres par an. Donc, il a une bibliothèque énorme de livres de cuisine. C'est un puits de connaissances. C'est anthropologique presque, cette bibliothèque. Et donc, moi, je l'ai accompagné depuis mes 11 ans à tous les événements dans le monde. Et donc, ce concours réunit tous les livres de cuisine tous les ans. Et c'est un peu comme les Oscars ou les Jeux Olympiques. J'adore la comparaison. Voilà, il y a un concours national où, par exemple, on va avoir tous les livres qui sont sortis sur le pain et il va y avoir le meilleur livre sur le pain de chaque pays. Et après, le meilleur livre du pain de chaque pays va être en compétition avec des livres d'autres pays. Ce qui est magnifique dans ce concours, c'est que les gens, au lieu de dire je veux gagner, je suis triste que l'autre ait gagné à ma place, non, tout le monde est super content que l'autre gagne. Ça fait des rencontres magnifiques, ça change des vies. Moi, j'ai vu des histoires incroyables de personnes qui n'avaient pas, dans des pays où, par exemple, des femmes n'ont pas le droit de travailler. Et elles ont dit à leur mari, je vais écrire un livre de cuisine. Le mari a dit, ouais, allez, vas-y, amuse-toi. Et à la fin, elles ont eu le prix. Et aujourd'hui, elles ont traduit le livre en 9 langues. Elles gagnent plus d'argent que le mari. Et elles voyagent internationalement. Et c'est incroyable. Ça change vraiment des vies. Ça fait que des gens se rencontrent. Et ça change de pays. C'est pas toujours dans le même pays, la cérémonie. C'est accompagné en général d'un festival. Donc, il y a des conférences. Il y a des dégustations, voilà, il y a des soirées, il y a des cocktails. C'est un moment mais magnifique.
et on se fait des amis pour la vie. Voilà. Donc, moi, je t'ai rencontrée en Suède, au moment où tu présentais ton livre. Et, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Voilà, et donc tu as gagné le prix. C'est vrai. Et on s'est rencontrés d'une façon assez marrante. Raconte, c'est très drôle. Parce que moi, je gère un peu la partie sociale. Je suis dans l'organisation, j'ai fait surtout les événements en production en Chine, par exemple. Mais en Suède, j'étais plus sur le côté social. Donc, je gérais les réseaux sociaux. Je crois que 6h30 du matin, je regardais les réseaux, voir qui était sur l'événement, etc. Et tu as écrit un message au compte Instagram. Mais qui est derrière ? Et on s'écrivait qui est derrière. Et voilà, et on était chacune, je crois que dans notre lit, dans notre chambre d'hôtel, en train de taper sur nos téléphones. Et un peu plus tard, on s'est retrouvés en vrai. Ah ouais. Et voilà. Et je me souviens très bien quand je regarde la vidéo au moment où ils annoncent que tu me tends le micro, à l'air de dire bah c'est toi, et en fait j'avais pas capté, moi j'avais pas compris parce que en fait le truc c'est que j'étais nommée dans la catégorie First Cookbook, qu'on était 6 avec moi, je crois que j'étais avec l'Irlande, j'étais avec l'Afrique du Sud, enfin voilà, il y avait plein d'autres j'ai eu, et en fait mon livre, vous le savez, est rose, donc la grosse couverture s'affiche. Voilà, sur le gros panneau, moi je me dis, il présente en fait mon livre. En plus, je discutais à côté de moi, j'avais quelqu'un de l'Honduras. À côté de moi, j'avais le monsieur qui avait fait le livre sur le thé, le japonais. Donc voilà, là c'est pareil en termes, il y avait 35 pays grosso modo, donc on discute avec plein de gens, c'est une ouverture de dingue. C'était la première fois que je partais en plus très très haut en Europe. Et elle me tend le micro, elle a l'air de dire, faut que tu montes sur l'estrade. Et là je suis là, mais j'ai pas compris. Mais si, c'est toi qui... Ah d'accord, ok. Et là pendant 30 secondes, tu dis non mais c'est pas possible en fait. Donc voilà, effectivement c'était un moment, alors au-delà du fait que j'ai gagné, tu as raison, on s'est tous en fait congratulés en permanence. Et au moment où j'ai gagné, je me souviens, j'appelle mon mari. Et il entendait autour de moi plein de gens dire félicitations, félicitations. Et moi, j'étais là, thank you. Mais il me dit, t'es où ? T'es à Cannes ou quoi ? Comment ça se fait ? Et je trouve qu'il y avait une émulation extrêmement positive. Pourquoi ? Parce que tous les gens qui étaient là, et c'est ce que ton papa a su fédérer, une passion. En fait, une passion commune, et j'ai compris qu'en fait, la passion de la gastronomie, la passion de l'écriture, la passion de la transmission, parce qu'il y avait aussi beaucoup de livres sur les alcools, il y avait du livre sur les gins, sur les rhums, sur le café, sur le thé, donc c'était extrêmement vaste, et il y avait beaucoup de conférences, des choses hyper intéressantes, et donc merci à Édouard, père et fils, parce que du coup j'ai rencontré les deux, pour cet événement qui est quand même très important, je pense, sur le temps à la fois humain et sur l'idée de la passion de la gastronomie et de tout ce que ça encadre, la convivialité, le partage et en fait l'autre. Parce que en fait, la cuisine, c'est ça, c'est aller vers l'autre en permanence. La prochaine édition est où ? Est à Ouméa aussi ? Oui. D'accord. Et avant, c'était la Chine, beaucoup. Oh, oui, on a fait partout. On a fait en Chine, en Allemagne, en France, en Angleterre, en Espagne, un peu partout dans le monde. Et ça permet de voyager. Et quand on sort les gens de leur contexte, tout d'un coup, les liens se créent beaucoup plus facilement. C'est vrai. Et aussi, c'est une image de la gastronomie. On voit beaucoup en France surtout, que la gastronomie, c'est quelque chose de glamour. C'est une élite. Alors que ici, c'est des gens normaux qui aiment leur travail passionnément, qui ont beaucoup, beaucoup bossé. Et c'est pour ça que quand l'autre gagne, on sait l'énergie qu'il a mis pour publier son livre, le cœur. Et c'est un événement où, par exemple, c'est la paix qui est transmise dans les livres. Il y a des livres qui sont faits entre le Pakistan et l'Inde. Il y a des livres entre l'Israël et la Palestine. C'est un endroit où c'est la table, où tout le monde est généreux, où tout le monde... La communion. C'est ça. Et moi, j'avais eu vraiment cette idée de respect total, en fait, de l'autre. Et c'était très vibrant. C'était du 1er au 4 juin, je crois, ou du 2 au 5 juin. Voilà, ça reste gravé, je pense, à jamais dans ma mémoire. Donc, merci beaucoup à tous les trois. Alors, en 1825, date de publication de la physiologie du goût, l'avocat et gastronome Jean-Anthelme Brillat-Savarin n'avait sûrement aucune idée du succès que remporterait le 4e aphorisme de son œuvre « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Alors j'ai des petites questions pour vous,
que je ne vous ai pas envoyés, qui sont totalement improvisés. Alors, à toutes les trois, l'herbe aromatique dont vous ne pouvez pas vous passer. Moi, j'adore la coriandre, Ok. mais je peux pas la mettre partout non plus. Moi, c'est pareil, la coriandre, c'est venu sur le tard, mais parce que j'aimais vraiment, je pouvais pas du tout. Très clivant, la Je pouvais coriandre. pas du tout manger C'est ça, cette on adore. herbe. Pour moi, au début, elle avait le goût de savon. Oui, c'est vrai. Et je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, c'était passé. Et maintenant, c'est vrai que j'ai tendance à en mettre beaucoup et partout. Voilà. Moi, j'ai du mal à faire confiance à quelqu'un qui n'aime pas la coriandre. J'adore. Donc, ça veut dire la coriandre pour Oui. toi aussi? Très bien. Le plat régional auquel vous ne pouvez pas résister. Moi, c'est le petit salé aux lentilles. Alors, du coup, pour la région, je choisis la saucisse qu'on veut mettre dedans, Morteau, Montbéliard. Mais c'est vrai que pour moi, c'est ma Madeleine de Proust. Et c'est le plat que ma mère me fait à chacun de mes anniversaires. Donc, Très bien. voilà. J'adore ça. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de plats. Alors récemment, je suis allée à Lille et j'ai découvert un lapin avec une sauce au maroilles. Oh mon Dieu, j'ai adoré. Donc ouais, en ce moment, si je vais à Lille, je vais prendre que ça. D'accord. Voilà. Ça donne envie, en tout cas. Florence? Bah moi, comme j'ai pas grandi en France, j'ai pas vraiment ce côté régional français, mais j'ai le côté plus argentin. Du coup, c'est les milanaises. Alors, c'est quoi? C'est des escalopes de viande. Ah, d'accord. Comme on dit, les escalopes À palais. la milanaise, oui. Mais il faut que ça soit coupé très très fin. Je suis, mais les bouchers français me regardent très bizarrement. Ils comprennent pas. Il faut que ça soit très très fin. Et je fais ça. Et mes amis, ils en raffolent. On me demande ça à chaque fois. Moi, j'aime beaucoup cuisiner. Oui, aussi. c'est ce que j'allais te poser comme question. Tu aimes beaucoup cuisiner. Oui, et c'est vraiment ce moment de partage, d'amour, de générosité. J'adore ça. Très bien. Ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur. Bon, alors, c'est pas dans mon frigo. Ça marche aussi ou pas? Non. On va voir. Non, tu j'ai- dérives. Non, j'ai toujours de l'huile d'olive. Oui. Bon, après, ça peut être du beurre, hein, si Oui. on veut le mettre dans le frigo, mais de l'huile d'olive et des herbes ou du citron. Voilà. Des bouteilles de vin. On aime. Là, à Donc, chaque fois. du- Mais des du- fois, il y a plus de bouteilles de vin dans mon frigo. que Alors, de nourriture. j'en profite. Aucun rouge ne se met au frais, ou pas? Alors, ça dépend. Il y en C'est a. l'occasion, la minute de l'expert. Alors, il y en a quelques-uns, mais après, ça dépend des vignerons et comment ils l'ont travaillé, ce qu'ils ont voulu donner. Mais des fois, on peut boire un vin rouge frais. Alors moi, j'ai plus de blanc au frais et de rosé, évidemment. Mais il y a certains rouges, ouais, c'est intéressant de les boire un peu plus frais. Mais justement, on peut... moi, j'aime bien, c'est tester, c'est faire des essais. Donc, à différentes températures, on va goûter le vin pour se rendre compte qu'effectivement, les arômes vont changer, vont évoluer aussi. Plus c'est frais, en fait, c'est comme les vins blancs au restaurant. Moi, je les sors toujours. Ils donnent toujours des vasques avec plein de glaçons. Là, moi, je sors toujours la bouteille de vin parce que ça tue les arômes. C'est beaucoup trop froid. Et j'aime bien savourer mon vin blanc frais, mais pas glacé. Voilà. Moi, pour l'anecdote, j'ai travaillé il y a très longtemps pour un 31 décembre pour des Brésiliens. Ouais. Et ils avaient acheté un super vin rouge, je sais plus, mais enfin un truc hyper cher, style du Pétrus. Ah. Il était au congélateur. Mon Dieu. Ouais, non. Et là, parce qu'ils voulaient le rafraîchir rapidement, mais Ah on oui, s'est non. dit, ils n'ont rien compris en fait. Le non-respect. Là, c'est le non-respect du produit. Donc, je l'ai sorti tout de suite. J'ai essayé de le mettre un peu. Bon, il était 6 heures, donc c'était peut-être un peu tard. Il était déjà au congèle depuis 2 heures, tu vois. Mais je me suis dit, mais sacrilège. Ah non. Voilà. Ouais, en fait, je pense que c'est dur, mais ils voulaient acheter ce vin-là parce que c'était un vin dont le nom faisait bien. Mais Ouais. derrière, voilà, ils ne savaient pas comment l'utiliser, quoi. Bon, Ouais. bref, c'était la parenthèse. Moi, en général, mon frigo, il est assez vide. Parce que par rapport au potager, maintenant que j'ai mon potager, je préfère aller dans le potager et prendre les choses directement. Donc, mon frigo, c'est le potager. Et c'est fantastique. Qu'est-ce que tu as alors dans ton potager? Ça dépend des saisons. J'ai découvert plein de légumes que je ne connaissais absolument pas.
J'ai des amis qui m'ont envoyé des graines bio d'un peu d'autres pays. Et c'est génial parce qu'on voit la graine au départ et on ne sait pas ce qui va sortir. Et c'est magique, c'est fantastique. Et donc, j'ai de tout. J'ai des tomates, j'ai des cardes. Les cardes, c'est fantastique. J'ai des cardes de toutes les couleurs. En plus, c'est super beau. Et sinon, j'ai des choux, des brocolis, des aubergines, des poivrons. Il y a plein de poivrons de régions différentes, de goûts différents. Mais combien de mètres carrés tu as ? 100 mètres carrés. Voilà. Et j'ai fait ça en permaculture, j'avais aucune idée. Et ça s'est fait. Et j'ai des tournesols, voilà. Faut à tout prix que je vienne. Hein. Oui. Hein, c'est acté, oui, attention, oui. C'est acté, les gens c'est l'entendent. C'est acté. Et c'est fantastique, aller directement dans le potager. Et c'est sur le moment dont on dit j'ai envie de ça. Il y a des fraises aussi. Non, c'est fantastique. Quelle chance, quelle chance. Le plat de brasserie pour lequel vous êtes monomaniaque. Monomaniaque. Oui, c'est-à-dire vous allez dans une brasserie, vous êtes focus à chaque fois, vous prenez la même chose parce que vous avez envie de goûter les différentes versions dans différentes brasseries différentes. Moi, c'est le magret de canard. Parce qu'en Espagne et en Argentine, ça se mange absolument pas. Et donc, dès que j'arrivais en France, c'était mon père, il m'emmenait au resto et il savait. Et il choisissait le resto en fonction de s'il avait un magret de canard à la carte ou non. Drôle. C'est tartare de saumon. Moi, j'aurais dit le tartare de bœuf aussi, parce que c'est vrai que c'est pas un plat que je prendrais partout, en fait. Pour le coup, là-dessus, je ferais vraiment attention. Mais le tartare de saumon, c'est pareil. Ouais, à la qualité de la viande et d'où ça vient. Et c'est vrai que ça, pour le coup, je le prends pas, je le prends pas souvent. Enfin, parce que j'ai tendance à me méfier, en fait. Et voilà, je suis assez. Et c'est vrai que. Voilà, ça dérive du métier, mais maintenant, je fais vraiment très attention à la provenance des produits et comment ils sont faits, en fait. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est vrai que quand je vais au restaurant, enfin, déjà, pour le choix du restaurant, voilà, faut bien le choisir. Et après, le choix du plat, mais c'est vrai que voilà, je suis devenue un peu omnibulée maintenant. Et ben, je trouve aussi que ces dernières années, on a de la chance. C'est que voilà, la qualité en fait de ce qu'on nous propose a complètement changé. Et, je me souviens, là, on était à la montagne, dans les restaurants d'altitude. Avant, on mangeait quand même des choses. Ça restait très basique et voilà, c'était pas forcément très appétissant. On savait pas d'où venaient les produits, tout ça. Ça n'a plus rien à voir. Enfin. Il y a plein de restaurants d'altitude avec des produits labellisés, enfin des plats, du fait maison. Ils sont de plus en plus exigeants en fait. Et on voit du fait maison partout, enfin beaucoup plus régulièrement. Et ça, je trouve ça merveilleux parce que au moins c'est une évolution positive. Ah mais complètement. Ça, franchement, je trouve que pour ça, il y a beaucoup de restaurants où ça reste encore à prouver. Mais je trouve qu'on a beaucoup évolué là-dessus et que l'offre, en tous les cas, est parce que les clients et les consommateurs, je pense, le réclament. Ouais. De plus en plus, donc nous les restaurateurs, les chefs, on est obligés de s'ajuster et tant mieux parce que je pense que c'est là encore le respect du produit et le respect de celui qui va. Voilà, et puis après je pense que les gens aussi ont ça, je pense que ça manque aussi dans l'éducation finalement des gens. Quand on parlait des Brésiliens là qui respectaient pas forcément le vin, c'est malheureux. Et je pense qu'il faut vraiment, mais je pense qu'il y a encore quelque chose à faire au niveau de l'éducation, même quand on est tout petit, bien à l'école. Voilà, des cours de savoir bien manger. Alors, ce qui est très intéressant là, ça va être le salon de l'agriculture à partir du 28. Et j'ai vu qu'il y avait une conférence. Alors, je peux pas y aller parce que je n'y suis pas invitée, c'est inadmissible d'ailleurs. Mais c'est une conférence sur l'éducation, l'alimentation, le mélange des deux. Et il y aura à la fois le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Culture et le ministre de l'Éducation. Ouais. Et là, j'ai reçu il y a 2 semaines le vice-président de l'Institut du goût qui justement crée régulièrement des ateliers ou des opérations dans les écoles, parce qu'il y a la semaine du goût qui est au mois d'octobre. Enfin, je veux dire, c'est 7 pauvres jours où on essaye de faire des trucs. Moi, je fais beaucoup d'ateliers, mais je pense que l'éducation au goût, l'éducation à la saisonnalité, l'éducation aux produits bruts, frais,
Moi, je sais que quand je vais faire les courses avec ma fille qui a 14 ans, je lui dis est-ce que tu peux aller chercher un fenouil, une grenade, un topinambour? Elle connaît. Donc, après, je dis pas qu'elle aime bien parce que c'est un peu spécifique. Mais au moins, elle sait faire la différence entre un concombre et une courgette, voilà, les différents fruits. Et ça, c'est vrai que ça manque beaucoup. Et je pense qu'il faudrait remettre les leçons de goût dans les écoles comme ça existait dans les années 60, 70. Ouais, complètement. Puis même, alors bon, c'est pas pareil que les maths et le français, mais finalement, on mange tous les jours et on en a besoin toute notre vie. Donc finalement, je trouve que c'est hyper important et c'est quelque chose qui doit revenir régulièrement, effectivement. Et c'est pas juste une fois dans l'année, en fait. Bien sûr. Voilà, où c'est vrai que la semaine du goût, limite maintenant, c'est anecdotique, puis ça devient même complètement risible parce qu'on se dit, oui, pendant cette semaine-là. Et puis, je pense que d'ailleurs, les opérations sont de plus en plus bas de gamme parce qu'ils sentent que ça prend pas, ils sentent que voilà, les enfants derrière, ils se disent, allez, ils prennent ça un petit peu par-dessus la jambe. Et c'est très dommage. C'est très dommage. Alors, mesdames, vous avez des petits papiers devant vous. 5 petits papiers, normalement. C'est un choix. Je vous laisse me dire votre réponse. Vous lisez la question et vous répondez avec une anecdote ou pas. Soyez libre. Sophie? Alors, entrecôte ou bavette? Je suis pas très viande, et si vraiment quand je mange de la viande, c'est la côte de bœuf. Ah d'accord, voilà. Très bien. Effectivement, là, on est sur du lourd. Bien saignante. Évidemment. Voilà. Continue. Alors, gourmet ou gourmand? Gourmet et gourmande. Voilà, les deux. Cèpe ou morille? C'est pareil, c'est compliqué de choisir. Bon, plus morille que cèpe. D'accord. Langoustine ou gambas, c'est pareil, c'est compliqué de choisir. Homard, c'est bien aussi. Paris-Brest ou Saint-Honoré, alors je suis pas très sucrée, moi, je suis plus salée. Mais s'il y a beaucoup de crème, c'est bien aussi. Donc le Paris-Brest. Voilà. Paris-Brest, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Merci Sophie. Sarah? Alors, chocolat blanc ou chocolat noir? Alors moi, définitivement le chocolat noir, sinon c'est pas du chocolat. Donc, et puis j'adore quand c'est minimum 75% de cacao, avec le café, 1 ou 2 carrés par jour. Sans complexe. Oui. Non, aucun. Non. Aucun. Bordelais, Bourgogne ou Alsace? Du coup, j'aime les 3, mais... J'aurais dû mettre Loire aussi, du coup. Voilà, et j'aime beaucoup les vins de Loire, effectivement, mais plutôt Bourgogne, je dirais. Bec salé ou bec sucré? Bec salé, sûr. J'aime le Paris-Brest, mais je crois que je préfère... en vieillissant, en tous les cas, je préfère le salé, le fromage notamment. Là, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai une passion fromage. Béarnaise ou mayonnaise? Alors, c'est pas des passions, mais j'aime bien la mayonnaise quand elle change un peu, quand il y a du piment dedans. Puis quand elle est faite maison, on est d'accord. Forcément. Maison, toujours. En plus, c'est tellement rapide. Ah oui, c'est hyper simple à faire. C'est vrai. Hyper rapide. Et cuisine asiatique ou méditerranéenne? Alors, j'aime les deux, mais c'est pareil. Ces derniers temps, cuisine méditerranéenne. Moi, mon dieu en cuisine, c'est Ottolenghi. Voilà, le za'atar, pour moi, c'est une drogue douce. Du coup, t'en mets aussi Oui, on en met. On a un partenaire pour les épices que j'aime beaucoup et qui fait un za'atar avec de l'origan sauvage que je trouve merveilleux. Et c'est vrai que j'en mets partout. Juste pour assaisonner sur un yaourt grec, ou en marinade. Je trouve que les épices méditerranéennes sont assez incroyables et c'est une cuisine qui est chaleureuse et chaude en fait et à toute saison. Alors même si c'est plus avec des légumes d'été ou d'automne, c'est une cuisine que j'adore. Merci Sarah. Florence? Citron vert ou citron jaune? Citron, toujours citron, que ça soit vert, jaune, le cédra aussi. C'est bon. Terrine ou rillette? Terrine. Et surtout, maintenant que j'habite à la campagne, savoir qui s'est chargé de tout ça, même avoir vu l'animal avant, même si c'est moche de dire ça, mais on sait comment il a été nourri, comment il a vécu. C'est quand même très qualitatif. Coquillettes ou spaghetti? Spaghetti. Je comprends pas la folie des Français pour les coquillettes. Alors là, ça me dépasse. Si toi, t'écoutes les podcasts, il y a, je sais plus qui, mais qui a dit la même remarque que toi, en disant, mais c'est quoi cette passion pour les coquillettes, les risottos de coquillettes, le coquillette zoto, tout ça, voilà, je déteste ça. Je trouve ça très, très, très régressif, la coquillette. Je sais pas.
Alors que les spaghettis, c'est la vie. C'est la vie. Amaretto Grand Marnier, moi je vais dire Cointreau. Forcément. Donc elle s'appelle Florence Cointreau, se demande pourquoi. Voilà. C'est très drôle. Je ne sais pas français, j'adore. Et vin blanc ou vin rouge. Maintenant, je suis beaucoup plus vin blanc, justement parce que en vivant dans la Loire, le vin blanc, le chenin, c'est délicieux, c'est très 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 bon. Le vin rouge, j'étais plus habituée à ça en vivant en Espagne, mais maintenant, je trouve que les goûts ont changé. On est plus sur du vin un peu plus léger que les vins lourds, même les vins argentins, le Malbec, etc. C'était une mode, mais je trouve que c'est un peu passé et que maintenant on est à la recherche, en tout cas moi, de vins plus légers et donc voilà, du vin blanc et pas que avec du poisson. On peut toujours prendre du vin blanc et c'est toujours une bonne idée. Avec du fromage. Avec du fromage, évidemment. Et du coup, le Cointreau, oui. donc c'est papa. Comment c'est la famille? C'est mon arrière très loin qui l'a inventé. D'après l'histoire que j'ai entendue, c'est une belle histoire parce que c'est une invention pour les femmes. En fait, c'était le moment où les femmes commençaient à avoir l'accès à l'argent. Et c'était l'époque des premiers, le bon marché, le printemps, etc. Et donc, mon arrière a pensé, ça serait bien que les femmes aient accès à l'alcool, mais pour que ça soit discret, il fallait que ça soit transparent. Il fallait que ça ait une tête d'eau. Ou de parfum. Voilà. Et il fallait que ça soit sucré pour que ça s'approche plus des femmes. L'orange. Donc l'orange, en plus, à l'époque, c'était l'exotisme, etc., le soleil. Donc voilà, ils ont créé cette boisson surtout pour les femmes. Donc il y avait des kiosques dans les parcs, elles promenaient leurs enfants et buvaient un petit verre de Cointreau. J'adore. Voilà, donc j'aime bien l'idée. Mais c'est plus dans ma famille. Donc, et je ne savais pas du tout, je ne pensais absolument pas que j'allais retourner vers le côté alcool et dans le côté Anjou. Il y a quelque chose voilà, d'inscrit. Oui, c'est très surréaliste. Parce que là, c'était la Chandeleur le 2, crêpes Suzette avec du Cointreau, flambé au Cointreau, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est très très bon. Ouais, c'est quand même pas mal. Bien. Ok, donc vous avez fait le tour, super. Alors, mesdames, 2 dernières questions, et pas des moindres. Est-ce que vous pouvez continuer la phrase? Pour moi, cuisiner, c'est... J'allais dire, c'est la vie. Oui, parce que pour vivre, on a besoin de manger, déjà. De boire aussi, de l'eau. Plutôt, oui, pas du Cointreau. Mais ouais, pour moi, cuisiner, c'est la vie et c'est mon quotidien. Et voilà, c'est aussi le plaisir de partager. Voilà. Très bien. Sophie? J'aurais dit la même chose en fait. Ouais, la cuisine, c'est la vie. Alors moi, je suis pas une grande cuisinière, hein, mais j'aime bien cuisiner de temps en temps et faire justement les accords. Mais ouais, c'est un moment de partage. Voilà. Pour moi, c'est une fête, cuisiner, parce que déjà, on a beaucoup de chance d'avoir énormément de produits. Quand je vivais en Argentine, aller au supermarché, c'était pas du tout pareil qu'ici. Les étalages souvent étaient vides et il y avait pas d'option fromage. Le pain, bon. Ici, on a une quantité d'options. On s'en rend pas compte. Et c'est pour ça, mais il faut arriver à en faire une fête si on a une pomme de terre ou si on a 300 sortes de fromage à disposition. C'est toujours le moment de partager, voilà. Et même quand on est tout seul, moi j'adore cuisiner aussi que pour moi et c'est un moment rien que pour moi et c'est très très bien aussi. Super. Et la dernière, qui me correspond bien parce que mon entreprise s'appelle Communique Passion, mon livre s'appelle Passion, Mes recettes passion et mon podcast Passion sans modération. Donc le point commun, on le sait. Quelle est votre définition de la passion? À vous, mesdames. Je la pose à tous mes invités. Personne n'y échappe. La passion, c'est, je pense, aimer une chose profondément et prendre plaisir surtout à la faire. Et voilà. Très bien. Voilà. Il n'y a pas de réponse type. Hein. D'accord. Nous ne sommes pas à l'école. La passion, c'est
c'est surnaturel parfois. C'est aimer inconditionnellement quelqu'un ou quelque chose ou une activité. Voilà, donc c'est ça, c'est aimer inconditionnellement pour moi. Bien. Pour moi, c'est la vie. C'est l'intensité totale, mais de faire les choses à fond. Et c'est pas la peine d'être frénétique, c'est être à fond sur le moment présent. Et voilà, je vois la vie passionnément. C'est beau. Alors, dans cet épisode exclusivement féminin, chaque parole a tourné autour de l'amour pour la convivialité, pour le partage, pour l'art de vivre et pour l'émotion fantastique créée par la cuisine. Merci à vous, mesdames, pour vos confidences si souriantes. Merci, Florence. Merci. Merci, Sophie. Merci. Merci, Sarah. Merci Virginie. Et je vous retrouve prochainement dans mon podcast. Bonne journée. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez-moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!